Oh là 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 là, mais elle est tellement dingue. Avouez, c'est cool. Bon, alors on peut en parler des algos de recommandation de Spotify. Alors évidemment sur 30 morceaux tous les lundis, sur 30 morceaux tous les vendredis, c'est pas la crème de la crème tout le temps, mais quand même il y a toujours un ou deux morceaux qui déchirent, et aujourd'hui c'était celui-ci, Cocktail de The Toxic Avenger. Salut tout le monde, on est sur Radio Château, il est 17h09, c'est complètement improvisé, c'est pas cool pour ceux qui ont des horaires prévus, mais en même temps le principe de la radio libre c'est que c'est libre, donc on fait ce qu'on veut. Et voilà, et avant que je me remette à mes 250 emails en attente et beaucoup de travail, petite pause questions-réponses avec vous. J'espère que vous allez bien. Salut Naos, salut Space Breaks FM, pas mal. À Pierre Baz, à Ruben, à Sambo Jam, à Startup Nation, qui osent quand même nous demander si aujourd'hui on va parler de hardware et d'affiliation. Eh bien oui, et parlons même d'affiliation sur le hardware tant qu'on y est. Non, jamais de la vie. Ni hardware, ni affiliation sur Radio Château. C'est péché. Voilà. Dis-moi, Space Breaks FM, tu pourrais nous raconter un peu d'où il vient ce pseudo, parce qu'il est vraiment cool. Entre Space Breaks FM, on avait Vinnie Baxter la dernière fois et Daisy Potter. On a vraiment des pseudos qui défoncent. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Alors, je vais répondre à toutes vos questions. Vous n'hésitez pas. Vous nous faites un petit, vous mettez un petit @2LR et bam, vous posez la question derrière et j'y répondrai. Et en attendant, qu'est-ce que je peux vous dire? Non, on est dans le sud, il fait un temps de malade, il fait 22 degrés, il fait beau, il fait chaud. C'est la 4e semaine, j'ai l'impression que le confinement c'est ma nouvelle vie, je kiffe. Bon, du coup, c'est quoi les changements d'habitude? Je sais pas vous, mais moi je cuisine plus quand même, beaucoup plus, et ça me détend. J'ai fait une razzia sur Cdiscount de robots mixeurs, de trucs pour prendre la température, de ramequins pour faire des soufflets au Grand Marnier, etc. etc. Voilà, et puis on prend des bonnes habitudes de sport parce qu'on le vaut bien. Voilà. Alors, la semaine dernière, on a eu des petites surprises pas très très cool dans notre portefeuille, des négociations un petit peu compliquées sur des boîtes en pleine période de refinancement, et notamment avec des investisseurs sur ce qu'on appelle une clause de liquidation préférentiel participating. Alors c'est quoi ce nom de merde? Eh bien c'est un nom de merde pour une clause de merde dont je vous raconte le principe. C'est que l'investisseur, avant de prendre l'argent qui lui revient par rapport à la participation qu'il a dans votre boîte, il va d'abord récupérer sa mise et les deux vont se cumuler. Donc par exemple, si j'investis 20 millions d'euros sur une boîte qui vaut 100 millions d'euros post-money, je vais avoir 20% de la société. Eh bien demain, si je vends cette boîte 100 millions, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord toucher mes 20 millions. Bam, il reste que 80 millions à liquider. Et sur ces 80 millions, je vais toucher les 20% de 80 millions. Dit autrement, même si je vendais la boîte 120 millions, je toucherai 2 fois la mise. C'est pas magnifique quand même. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une clause de liquidation préférentielle participating. Voilà. Et c'est pas parce qu'on est content d'y participer, c'est parce qu'on te la met. Voilà. Et c'est gratos. Non, d'ailleurs, c'est pas gratos, c'est vachement cher. Non, bon, dit autrement, en 2009, 2010, 2011, 2012 en France, je te dis pas qu'un deal sur deux c'était de la participating, mais il y en avait. Et parfois, on était obligé de les accepter. Alors, ce que font les investisseurs, parce que c'est pas que des enflures, et que ils justifient la participating pour dire que eux, leur modèle, c'est quand même de gagner de l'argent et pas de faire de la philanthropie. Ils te disent, écoute, une fois que je fais 4-5 fois la mise, on annule la participating, et dans ce cas-là, on revient à square one, tout le monde touche son prorata et on n'en parle plus. Ce qui est plutôt cool, ce qui est plutôt normal, ce qui est, à mon avis, une bonne pratique dans la vie des affaires. C'est ce qui se passe actuellement avec un fonds d'investissement qui a sauté sur une boîte de notre portefeuille pour une occasion qui est franchement mortelle en or. Ils ont mis une liquidation préférentielle participating. Good for them. Et donc, ils ont proposé aux actionnaires existants de participer au deal, ce qui est sympa, ce qui est dans le droit d'ailleurs des actionnaires, mais ce qui est sympa. Et donc, les actionnaires, au lieu de se dire « Oh putain, c'est bien, là, j'ai une participating, ça va me permettre de toucher quasiment 2 fois ma mise sur le ticket que je vais mettre maintenant, et en plus, avec ma et en plus toucher l'argent que j'ai investi auparavant »,
Eh ben non, en fait, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de renégocier les parts qu'ils avaient investies dans la boîte il y a 1 an et demi pour remettre des participating. Donc en fait, pour que l'entrepreneur se retrouve complètement écrasé par la participating. Mais mieux que ça, ils se sont dit, on va en plus compenser l'entrepreneur pour non pas écraser l'entrepreneur, mais écraser tous les employés et tous les investisseurs précédents. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Alors, ils vont nous raconter que non, mais tu comprends, c'est important pour nous aussi de défendre notre... Enfin bref, peu importe. La vérité, c'est que le deal qu'ils avaient avec la participating, juste pour vous raconter rapidement la fin de l'histoire, il était encore meilleur que si l'investisseur en question qui avait fait ce nouveau deal avait investi en non-participating. Alors, non-participating, c'est quoi? Si on touche le maximum de son prorata ou de l'argent qu'on a investi. Donc si vous avez investi 20 millions pour 20% de la société, donc sur une valorisation de 100 millions, eh bien demain, si vous la vendez à 50 millions, l'investisseur va toucher ces 20 millions. En revanche, si vous la vendez à 110 millions, eh bien, il va toucher les 20% des 110 millions. Voilà. Donc le montant le plus élevé du prorata ou de la participating, ou du montant investi. Et ça, c'est ce qu'on appelle une liquidation préférentielle non-participating. Donc simple, toute bête. Voilà. Bref, donc la semaine dernière, c'était des allers-retours avec des investisseurs qui non seulement savent pas faire des maths, mais quand ils savent en faire, essaient de te les mettre à l'envers. C'était très agréable. Voilà. Heureusement, la gouvernance de la société est organisée de telle manière à ce qu'on n'ait pas besoin d'eux. Et par ailleurs, le nouvel investisseur qui, lui, est pas con, qu'il a compris qu'il faisait un très bon deal, surtout que la boîte est quasi rentable, et ben, il leur a dit, mais moi, je m'en fous, écoute, c'est pas grave, ça ne nous empêchera pas de faire le deal. Et donc, voilà, on est content, mais c'était une folle semaine de négociation la semaine dernière. Voilà. Donc il y a ça. Et alors, dans un autre registre un peu fun, pour repartir sur des termes complètement aberrants du venture et du M&A, est-ce que vous connaissez la clause du shotgun? Alors la clause du shotgun, c'est quand vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec un associé. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est l'un des deux associés qui rachète la boîte. On prend une enveloppe, chacun met un montant dans l'enveloppe, et c'est le montant le plus élevé qui gagne et qui doit racheter l'autre à cette valorisation-là. Je trouve ça magnifique, la clause du shotgun, quoi. La guerre. Bon. Alors, revenons à nos moutons, pas répondons à vos questions. À quelqu'un d'anonyme qui me demande si je pratique le jing à mes heures perdues. Alors, le Jing, je connais de nom. Ah, le DJing. Ah, d'accord, parce que je pensais que c'était un jeu chinois, ton truc, là. Désolé. Eh ben non, le DJing, je ne pratique pas à mes heures perdues. J'ai un bon pote, Edouard, qui, lui, pratique à ses heures perdues. On a notre ami Jean-Baptiste Hironde de chez Music World Media qui lui, mieux qu'il pratique, en fait, c'est sa raison d'exister, c'est sa boîte. Donc sa boîte s'appelle Music World Media. Il a une app qui cartonne depuis des années, qui s'appelle eDJing et qui est un carton. Et voilà. Naos me demande comment ça va. Ben, moi, ça va toujours. J'ai malheureusement, enfin non, c'est pas que j'ai malheureusement, je n'ai pas à me plaindre dans la situation dans laquelle je suis par rapport aux entrepreneurs qui ont une magnitude d'emmerde par rapport à moi qui est x10 et qui en plus est concentré sur un seul sujet. Alors nous, on a plein d'emmerdes en ce moment en tant qu'investisseurs qui nous tombent dessus. Il y a plein de sujets à traiter, plein d'entrepreneurs qu'il faut aider, mais je vous cache pas que même si c'est 10 emmerdes fois une chose, fois 1, et bah c'est pas une emmerde qui vaut 10 et donc ça nous permet quand même d'être moins stressé par le potentiel résultat de ces emmerdes, alors qu'un entrepreneur qui est collé avec sa boîte et toute sa vie est dessus et ça fait des années qu'il bosse, et bah c'est une période de stress en ce moment qui est quand même assez intense. Matt, hello Jean, j'espère que tu vas bien. Faut-il passer par le M&A pour faire du VC? Alors Matt, M-A-2-T-H, il ne faut pas passer par du M&A pour faire du VC, c'est pas nécessaire. Il faut pas. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que tu regardes un peu le profil. Il faut faire des maths un peu. Tu regardes un peu ce qui se passe dans les profils de VC. Tu as plusieurs classes. Donc, tu as les anciens entrepreneurs qui font du VC. Tu en as quelques-uns, surtout aux US, moins en Europe. Après, tu as tous les mecs qui ont fait du McKinsey, boîte de conseil, qui eux aussi font du VC. Tu vois chez Index, ils recrutent beaucoup de gens en junior qui reviennent de chez Goldman, qui ont compris que Goldman c'était quand même pas trop la voie de la raison et que c'était bien d'être riche, mais c'était pas bon pour être. Enfin, c'était pas comme ça qu'on était heureux, quoi.
surtout pour faire des horaires de merde dans, dans un lieu comme Goldman. Hein. Enfin, bref, on va pas se cacher. C'est pas les meilleures intentions qui drivent probablement cette institution financière, malgré le fait qu'ils soient tous très 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 brillants. Donc voilà. Donc McKinsey, Bain, BCG, toutes les boîtes de conseil qui défoncent, ça, c'est des bons prémices pour être VC. Goldman, bons prémices pour être VC et entrepreneur. Et puis après, tu as tous ceux qui sont rentrés en stage après leur école de commerce, après Harvard, après je sais pas quoi, et en fait qui continuent en tant qu'analyste, associate, principal, et qui montent les échelons jusqu'à arriver à faire une carrière. Et là, il y en a quand même pas mal. Ce que je te conseille, si tu as envie de faire du VC vraiment, sache que VC, c'est beaucoup de monde qui veut y rentrer, peu de gens qui en ont la chance, qu'il faut évidemment avoir du cul, mais que le cul, il faut le provoquer. Alors comment on fait ? Eh ben, on se rend visible, on se rend unique, on se rend valuable. Et pour ça, bah, le meilleur exemple que je connais, que je trouve son parcours quand même assez extraordinaire, c'est Harry Stebbings, le fondateur de 20 Minutes VC et de Stride.vc. Qui est tout jeune, qui a commencé en faisant des podcasts, en interrogeant des investisseurs, et qui en fait a buildé, construit toute sa practice là-dessus. Et aujourd'hui, c'est un investisseur connu, un podcasteur reconnu, et ça, il l'a fait tout seul, avec ses petits bras musclés, des UK. Et donc, si tu veux faire du VC, ce que je te conseille, c'est de nourrir ce sur quoi tu es le meilleur et trouver un angle pour te faire voir là-dedans, quoi. Et après, regarde un truc comme MemoHub.io de notre ami Clément Vouillon. Tu vas voir, c'est pas mal. Et je pense que c'est un bon début pour se former au VC. Space Breaks FM nous dit que ce nom de pseudo, c'est son label de musique. Et bien ouais, j'aime beaucoup. Thomas 4 nous dit qu'à Paris c'est pas pareil. J'imagine que ceux qui sont à Paris ils font un temps de merde. En même temps, il faut relativiser. S'il fait beau, c'est l'occasion de regarder dehors et de se dire que vraiment il fait beau et c'est cool. Et s'il pleut, bah, il faut se dire que t'es chez toi et qu'au moins t'es pas sous la pluie et c'est pas mal. Voilà, regardez le verre à moitié plein. Facile à dire, facile à faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Ruben, super invest avec Riot. Il manque cruellement de start-up dans la cybersécurité en France. Alors Ruben, je suis d'accord, on manque de boîtes dans la cybersécu en France, mais maintenant il faut que tu comprennes que cybersécu c'est un sujet, même s'il est très 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 gros, qui est très concentré dans la Silicon Valley. Les gros investisseurs sont là-bas et si tu as envie de réussir dans ce sujet-là, il faut que tu ailles dans la vallée. Regarde une boîte chez nous comme Screen.io, Pierre, un mec exceptionnel. Son associé aussi, c'est vraiment une boîte dingue. On les a financés en seed en 2016 avec Point9 et Alven. Et en fait, pendant 2 ans, ça a été, je dirais, compliqué. Et en fait, les choses se sont déclenchées quand ils sont partis dans la Silicon Valley. Tu vois, ils ont fait Y Combinator, ils ont levé un tour de série A exceptionnel avec Greylock à la sortie de Y Combinator. Et puis, ils ont commencé à dépoter et ça avance très très fort. Et c'est assez remarquable. Et bien ça, ce n'est possible que parce qu'ils sont là-bas. Donc la cybersécurité en France, c'est cool, hein, mais il ne faut pas qu'on se mente. C'est plus difficile de décoller d'ici que de décoller de là-bas. Notre ami Benjamin, d'ailleurs, il était à YC avec Riot, et c'est important qu'il y retourne et qu'il y aille régulièrement parce que c'est probablement là que va s'écrire la suite de son histoire. Et surtout qu'aux US, je vous rappelle qu'il y a un gros marché. Le mid-market est assez énorme, contrairement à l'Europe. Donc plein de boîtes avec 200 à 1000 employés qui ne demandent qu'une chose, c'est de bénéficier de ces outils de sécurité. Et c'est un marché qui est beaucoup plus gros. Alors qu'en France, si tu fais de la cybersécu, et ben en fait, tu vas souvent t'attaquer à des boîtes du CAC 40, à des grosses boîtes avec des cycles de vente longs, sur des paniers moyens qui sont OK, mais sans plus. Et donc, en fait, ton panier, ton marché initial, déjà de base, il n'est pas énorme, il n'est pas super réactif à ces sujets de cybersécu parce qu'il est moins alimenté qu'aux US. Et donc, c'est pas sûr que ce soit une idée extraordinaire. Voilà, donc si vous faites une boîte de cybersécu, vous savez quoi, vous appelez notre ami Carlos Diaz dans la vallée où vous allez faire YC. Vous allez là-bas, ça vous ouvrir les chakras, vous allez pouvoir rencontrer des investisseurs qui savent de quoi ils parlent sur le sujet et ça va être hyper intéressant pour vous. Est-ce qu'un modèle de pitch deck pour pitcher une idée, nous demande quelqu'un d'anonyme. Est-ce que j'ai un modèle de pitch deck ? Alors, cher anonyme, si tu vas sur Substack,
avec mon pseudo 2LR ou sur Medium d'ailleurs, il doit y avoir 2 ou 3 posts sur les sujets du pitch deck. Il y en a un où je dis qu'il ne faut pas faire de pitch deck, que c'est mal, et un autre où je dis qu'il faut faire des pitch decks et que c'est comme ça qu'il faut les faire. Bon, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises écoles, il n'y a que de bons et de mauvais pitchers, soyons honnêtes. Mais donc, si tu veux faire un bon pitch deck, j'ai un super modèle, il est sur Medium, vas-y, fonce, regarde, et surtout, n'hésite pas à me faire un retour quand tu l'auras terminé. Est-ce que Kima accepte du common stock, me demande Pierre Baz. Du common stock, c'est quoi les amis? Du common stock, c'est des actions ordinaires. Ça veut dire que si demain quelqu'un investit 2 millions d'euros chez vous pour 20% du capital, donc ça veut dire une valorisation post-monnaie de 10 millions, s'il a ce qu'on appelle des actions de liquidation préférentielle non-participating, que vous vendez votre boîte à 6 ou 7 millions d'euros, eh bien il va toucher ces 2 millions. Et après, vous allez vous partager le reste à votre prorata. Mais l'investisseur, lui, il ne touchera pas. Mais par contre, il aura récupéré ses 2 millions. Donc, c'est plutôt fair parce qu'il a investi à 10, tu revends à 8. Bon, tu vois, c'est un peu deg s'il se retrouve avec 1,7 million ou 1,8 million en banque alors qu'il a investi 2. Ça veut dire qu'il n'est pas in the money. Si tu investis en common stock, tu ne vas gagner que ton prorata. Alors, investir en common stock sur des boîtes qui sont valorisées 3, 4, 5, 10 millions, c'est pas très grave. Mais par contre, le problème, c'est que lorsque d'autres investisseurs vont venir, ils vont poser des clauses de liquidation préférentielle et tu vas te retrouver toujours derrière ces clauses de liquidation préférentielle. Si en plus tes actions sont des actions ordinaires, tu vas vraiment être traité comme un actionnaire ordinaire alors même que tu as investi dans la boîte assez tôt. Nous, chez Kima, on n'investit pas en common stock, en actions ordinaires. On investit avec des actions préférentielles non-participating ou alors avec des notes ou des BSAR. Ou des safes, et donc nos actions se convertiront à la prochaine opération. Et si la prochaine opération c'est des common stock, bah, good for you, on se convertira en common stock, mais normalement c'est pas trop la politique de la maison. Quelqu'un nous dit j'ai envie de lancer une start-up. Écoute, bah vas-y, fonce, hein. À quel moment est-ce que je peux lever de l'argent? Faut-il absolument avoir déjà des clients? Bon. Alors déjà, parlons de l'essentiel de la vie dans le business. Le métier d'une boîte, d'un entrepreneur, c'est de fabriquer, de bâtir un produit ou un service que les gens ont envie d'acheter et qu'ils ont envie de racheter ou dont ils sont super satisfaits. Fin de l'histoire. C'est la raison d'exister d'une boîte. Est-ce qu'il faut absolument avoir déjà des clients ? Non, il ne faut pas absolument avoir besoin de clients pour lever de l'argent avec sa start-up. Mais si tu peux en avoir avant, pourquoi est-ce que tu n'irais pas en avoir? Tu vois, on a financé une boîte il n'y a pas longtemps. C'est un entrepreneur. Il a fait ça dans sa cave. Il a lancé un service autour du coaching chez lui pendant des mois. Et aujourd'hui, il a beaucoup de clients. Ça marche très bien. Et maintenant seulement, il finance pour pouvoir bâtir le produit qui va aller au-dessus de sa practice de coaching. Et bien ça... c'est les histoires qu'on préfère parce que c'est des entrepreneurs qui sont entre guillemets frottés à la vraie vie du business qui est d'aller chercher des clients avant d'aller lever de l'argent, et c'est toujours rassurant, surtout en France où on n'est pas des très 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 bons vendeurs de base. Donc au moins la moindre des choses avant de lever de l'argent, c'est d'avoir testé son marché, quitte à pas avoir beaucoup de clients, être allé voir des gens, qu'ils aient précommandé, qu'ils aient préacheté, qu'ils aient commencé à utiliser le produit. Il faut quand même se frotter à la réalité de la vie parce que lever de l'argent sur un pitch deck, surtout quand on n'a pas de credentials, de background avant qui démontre qu'on est capable d'aller les chercher, qu'on est capable de bâtir une boîte, c'est quand même super compliqué, je vous le cache pas. Par exemple, prenons l'exemple de nos amis de chez Storm. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on a financé Storm? On a financé Storm parce que ils sont bons, hein, techniquement, hein, ça déroule, c'est une équipe complémentaire. Et puis notre ami Taro, chez Naver, pendant plus d'1 an, il avait vu beaucoup de boîtes consumer, ça l'a beaucoup nourri et on n'avait aucun doute sur le fait qu'il aurait beaucoup de réflexes qu'il avait acquis à l'occasion de cette expérience qui allaient être utiles pour l'expérience de Storm, et c'est pour ça qu'on l'a financé. Alors je ne dis pas que Storm va continuer tel que ça existe, tel que ça a été bâti, mais en tout cas c'est hyper intéressant de financer des gens qui ont déjà dans leur passé des preuves, qui sont capables d'exécuter une partie du business, et c'est plutôt ça qu'on finance. Man nous demande quelles sont les tendances actuelles dans le VC.
Alors, les tendances actuelles dans le VC, il y en a deux. Il y a ceux qui se comportent bien et puis il y a ceux qui se comportent mal. Voilà, c'est ça les tendances du VC. En ce moment, il n'y a pas de tendance sur le marché. On passe 80% de notre temps à s'occuper du portefeuille. Et ces 80% de notre temps à s'occuper du portefeuille, c'est là que nos entrepreneurs voient si on est vraiment supportif ou pas, si on les respecte ou pas dans la manière dont ils conduisent le business au quotidien. Et alors, pour vous donner un peu de matière sur les VC, j'ai plein de gens qui me disent, mais alors, aujourd'hui, l'environnement de financement, est-ce que j'ai 2, 3, 4, 5 fois moins de chances de me faire financer? Ça veut dire quoi? Alors, je vais vous donner deux ratios qui sont importants. Enfin, trois d'ailleurs. Le premier, c'est qu'avant, on passait 80% de notre temps à chasser des deals et 20% de temps avec notre portefeuille, parce que notre portefeuille, globalement, ça se passait bien dans un marché de croissance, où en fait, on levait de l'argent régulièrement, tout le monde était content, tout le monde était happy, Startup La La Land, 101, youhouhou, on fait la fête. La vérité, c'est que maintenant que tout part en couille, enfin tout part en Covid, pardon, on se retrouve avec 80% de notre temps à passer sur le portfolio et 20% de notre temps à passer sur le deal flow, sur les nouvelles boîtes qui ont envie de se financer. Donc ça veut dire qu'on passe non pas 4/5 de notre temps, mais 1/5 de notre temps sur le deal flow. Donc ça a été divisé par 4 déjà. Donc déjà la magnitude aujourd'hui d'attention des VC sur les nouveaux deals, c'est de 1 à 4. Ensuite, à ça, s'ajoute le fait que comme les boîtes ont moins de croissance, elles lèvent moins d'argent, à des valorisations en valeur absolue qui sont un peu moins importantes. Donc, il y a une rarification du cash pour les entrepreneurs et surtout avec des investisseurs qui n'ont pas trop envie de financer aujourd'hui de nouvelles boîtes parce qu'elles doivent garder des réserves pour leur portefeuille. Et ces réserves, en plus, il faut qu'elles demandent de l'argent à leurs investisseurs, à eux. Tu vois, en tant qu'investisseur, tu as de l'argent, il faut que tu demandes de l'argent à tes propres investisseurs. Et tu ne peux pas demander de l'argent à la fois pour financer tes boîtes, puis pour financer tes nouvelles boîtes, puis pour te financer, je ne sais pas, quelle reopening party post-Covid de tel VC en juillet 2020, quoi. C'est pas ça c'est pas ça le truc. Donc ça veut dire qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que les boîtes, elles n'ont pas l'attention des VC et en plus, les VC n'ont pas le cash pour les financer. Donc la magnitude, je ne pense pas qu'elle soit de 1 à 4, je pense qu'elle est quasiment de 1 à 10, quoi. Maintenant, d'ici 3 mois, elle sera de 1 à 8, d'ici 6, de 1 à 6, et en fait, on aura une magnitude de 2 à 3x d'attention et de cash en moins sur le marché à un horizon janvier 2021. Il faut se préparer à ça, un hiver. Le problème, c'est pas que les conditions soient affreuses, c'est est-ce qu'on est en condition de pas d'hiberner, parce que hiberner, ça rendrait Carlos Diaz fou qu'on dise qu'on hiberne, mais est-ce qu'on est en condition de survivre dans ces conditions-là, sachant que le marché se raréfie. Évitez de lever de l'argent maintenant si vous pouvez éviter. Vous n'allez pas bénéficier des meilleures conditions, sauf si votre boîte est vraiment exceptionnelle. Alors, quelqu'un d'anonyme nous demande si j'ai lu le livre Venture Deals de Brad Feld, célèbre VC US, et si oui, est-ce qu'il peut servir à notre monde européen-français ou est-ce qu'il est trop éloigné? Alors, Venture Deals de Brad Feld, les amis, c'est facile, c'est un bouquin sur la technique dans le venture. Quand tu es VC, c'est toujours bien de connaître un peu la technique. Faut pas être un newbie, débarquer et rien comprendre aux clauses. C'est un bon bouquin. C'est comme à l'époque, je sais pas vous, mais moi à l'université, on me faisait lire un livre atroce qui s'appelait le Vernimen. Non, Vernimen. Putain, c'est comme quand peut-on tromper 1000 fois 1000 personnes? Non, est-ce qu'on peut tromper une fois 1000? Est-ce qu'on peut... Non, bref. Donc, on avait le Vernimen en compta et c'était mais affreux, quoi. Et donc on a dans le venture ça aussi. Et ce truc là, c'est comment ça s'appelle, attention, Émile, derrière vous. Oh, ça ne prend pas, Simon. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si. On peut tromper une fois non. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Et voilà. Donc, c'était pour rebondir sur 1000 fois 1000 personnes. Bref, donc c'est pas du Vernimen, c'est ça qu'on bouffait en compta. Et bah dans le VC, tu bouffes Venture Deals et ça va te faire du bien parce que ça va te faire les pieds, ça va te montrer que le venture, c'est pas que la venture.
Mélissande, est-ce que tu peux parler des enjeux de l'internationalisation? Merci, avec Cathy. Les enjeux de l'internationalisation, wow, ils sont complexes, les enjeux de l'internationalisation pour nos boîtes. Écoutez, je vais vous donner quelques exemples. C'est que les US, en gros, il y a des contraintes techniques légales liées à la au fait que ce soit un État, que ce soit un pays fédéral avec des États. Maintenant, culturellement, c'est le même pays, quoi. Donc, à peu de choses près, partout aux États-Unis, quel que soit le produit que tu vends, il va se vendre de la même manière. La différence en Europe, et c'est important, c'est que la manière dont les Français, Italiens, Espagnols, c'est-à-dire les Latins, fonctionne par rapport aux germaniques, qui fonctionne par rapport aux nordiques, qui fonctionne par rapport aux anglo-saxons, et ben ça pas la même. Donc il y a une pluralité des cultures qui fait que quand vous vous lancez dans un pays, à l'international, la règle de base, c'est de comprendre là où vous mettez les pieds. Et le meilleur moyen de comprendre là où vous mettez les pieds, c'est d'avoir des gens qui ont la double culture de votre pays et du pays cible, qui sont capables d'analyser les différences, de les exprimer intelligiblement pour que vous puissiez adapter votre produit, votre service, votre go-to-market, etc. Et ensuite, les choses qui changent, c'est que votre produit ne sera pas le même, votre go-to-market ne sera pas le même. Il est même possible que la cible de clients que vous allez adresser n'est pas la même parce qu'en fait, le pays n'est pas structuré de la même manière, que votre pricing soit différent par rapport à la compétition. Il y a une complexité dans un pays par rapport au pays d'origine qui sont dingues. Et on a beaucoup de boîtes qui se sont lancées à l'origine dans des pays étrangers sans regarder les différences culturelles, business, techniques, etc. Et c'est vraiment une bêtise parce que je ne vous dis pas que ça ne prend pas du temps, évidemment, que ça prend du temps de regarder ce qui se passe à l'étranger, mais vous n'allez pas vous lancer à l'international comme un newbie n'importe comment en disant hey yallah je vais en Allemagne ça va être cool, ou yallah je vais aux US ça va être cool. Bon alors déjà en Allemagne c'est pas cool parce qu'une fois sur deux tu vas te faire défoncer. Je vous donne un exemple. E-commerce, taux de retour du e-commerce en France 15%, taux de retour du e-commerce en Allemagne 30%. Donc déjà tu vas en Allemagne, ton business il pisse le sang comme tu n'as jamais vu de ta vie, quoi. Donc ça, il y a des contraintes comme ça qu'il faut connaître. C'est pareil, vos coûts d'acquisition, c'est pas les mêmes. Vos canaux d'acquisition, c'est pas les mêmes si vous êtes en Allemagne, si vous êtes en France. Et alors aux US, c'est pire. Les mecs qui débarquent, les CEO, ils se disent ouais, je vais à New York parce que c'est comme SF. Alors d'abord, New York, c'est pas comme SF. C'est plus pratique pour bosser avec vos équipes en France, mais c'est pas comme SF. C'est pas SF d'ailleurs. Il n'y a pas la concentration de talent, d'argent, de pression, de peer pressure que vous avez comme ASF. Et ensuite, ce que font les fondateurs français aux États-Unis, c'est qu'ils vont tout de suite aller chercher un head of sales américain. Et sauf qu'en France, comme on est vraiment naze en vente, et c'est pour ça que des boîtes comme Iconoclast de notre ami Marie existent pour pouvoir vous former à la vente, et ben on se retrouve avec des gens aux US et les mecs qui pitchent tous super bien. Ils te racontent des trucs et tu dis waouh, c'est dingue, etc. Il faut creuser. Si vous ne creusez pas ces profils et que vous les croyez sur parole, c'est sûr que vous allez vous embaucher, et c'est sûr que 3 fois sur 4, si ce n'est pas 4 fois sur 5, vous allez vous faire avoir, vous allez être déçu, vous allez être mené en bateau et vous allez devoir virer ces personnes au bout de quelques mois. Donc, quand vous embauchez aux US, vos références check doivent être stellaires, elles doivent être incroyables. Surtout qu'on est dans une industrie où vous allez appeler des gens et vous n'allez pas forcément avoir exactement la vérité de ce qui va se passer. Ils ne vont pas vous donner exactement les contacts, etc. C'est des vendeurs, ils sont bien organisés et ils s'organisent pour closer la vente. Et closer la vente, ça veut dire vous closez vous, même si derrière, ils ne closent pas du tout, quoi. Donc faites très attention sur ce sujet-là. L'internationalisation, les différences culturelles, bien évidemment, analysez-les bien en amont. C'est trop con de brûler 3 mois de cash à blanc pour découvrir son pays, surtout qu'on est sous pression quand on est sur place et donc on n'y voit pas spécialement clair. Quelqu'un comme Stan chez Doctolib, il l'a appris durement, hein. Il a dû passer pas mal de temps en Allemagne pour comprendre comment fonctionnait le marché, et je peux vous dire que Payfit c'était pareil en Espagne pendant les premières semaines et les premiers mois. Donc voilà, on fait gaffe. Et sur les US, vous ne faites pas avoir par le premier sales qui débarque parce que ça risque de partir en sucette. Alors, quelqu'un d'anonyme nous demande, oh putain, il y a un nombre de questions les amis. Alors, comment on fait ? Du coup, comme je ne sais pas tout faire d'un coup, je vais répondre plus vite, d'accord ? Je vais raconter moins de conneries, je vais être moins long, je vais être plus saillant dans mes réponses. Alors, tadadin. Quelqu'un vous demande, c'était où ? Zut, tout a disparu, je ne sais plus où vous êtes. Ah, je vous ai perdu. Mais vous êtes encore 93. En pleine levée actuellement, j'ai un acheteur potentiel dans le pipe.
Quelle clause acceptable peut être ajoutée dans le pacte par le CEO pour augmenter ses profits versus sa part du capital actuel? Alors, donc tu es enlevé et tu n'as pas un acheteur potentiel, tu as un investisseur potentiel, j'imagine. Et quelle clause acceptable peut être ajoutée dans le pacte pour que le CEO augmente ses profits? Eh bien, écoute, on a ce qu'on appelle des clauses de kicker. Hein. Si tu dépasses une certaine valo, tu vas pouvoir te reluer avec des parts de capital via un plan via des BSPCE. Donc, c'est ce que tu peux demander. C'est un truc. Ça se fait. Maintenant, le mieux, c'est quand même de négocier une valo qui tout de suite fonctionne, quoi. C'est chiant de rajouter des clauses compliquées dans des pactes. Oui, mais imagine que demain, je vends ma boîte à 1,2 milliard. Est-ce que je peux avoir 3% de plus de ma boîte pour toucher non pas 245, mais 260 millions? Et j'ai envie de te dire, tu nous emmerdes. Donc, non, fais simple. Essaie d'avoir des clauses clean tout de suite. Ou alors, si tu n'arrives pas à bien négocier maintenant ta cap table, demande un plan d'option qui se déclenchera automatiquement à la prochaine levée si elle a lieu dans un laps de temps déterminé, à une valo minimum déterminée. Je pense que c'est un bon compromis. Et puis ça évite d'avoir des trucs qui traînent jusqu'à la sortie. Ça te permet de déclencher ça tout de suite avant de closer le round suivant. Voilà. Alors, dans quel business tu te lancerais si tu avais pour seul critère le plaisir? Oh là là, écoutez, je sais pas, ce serait un mix entre la bouffe et je ne sais pas. Bref. Joker, je passe mon tour. Bonjour Jean, bravo pour ces lives. Master finance obligatoire ou master entrepreneuriat envisageable pour être VC? Non. Reprends ma réponse à la question qui avait lieu au début de ce live. 2LR, comment tu annonces à tes investisseurs ce que tu fais ce que tu fais ne va pas marcher? Est-ce qu'il y a une manière pour être franc sans se ruiner sa réputation auprès des investisseurs? Écoute, d'abord, ça ne sert à rien de laisser traîner les mauvais sujets. Un mauvais sujet bien traité, c'est un sujet traité rapidement. Donc si c'est la merde, tu leur en parles direct. Par contre, ce qui est très important, c'est comme la manière dont tu communiques. Il faut que tu t'assures que les informations que tu vas leur donner leur permettent d'appréhender la situation telle qu'elle est, telle que tu la ressens et telle qu'ils doivent l'appréhender et non pas telle qu'ils la ressentent avec le fait que c'est horrible, ça va planter, c'est horrible, ça marche pas ou je ne sais quoi. Donc je pense que la forme est probablement beaucoup plus importante que le fond dans l'annonce que tu vas leur faire. Fais bien attention à ça. Je t'invite à lire d'ailleurs un bouquin qui s'appelle The Pyramid Principle de Barbara Minto, qui est un Barbara. Non, ce n'est pas un Barbara. Ce n'est pas un débarras non plus. Et ce n'est pas Santa Barbara. C'est un livre sur la logique de pensée et d'écriture. C'est formidable. Formidable. C'est formidable en termes de technique. C'est terriblement chiant à lire. Mais c'est comme Venture Deals ou le Verniman. Oh putain, fait chier ce nom de bouquin. C'est très utile. Lis-le. D'ailleurs, lisez-le tous. Je vous y invite. Pour toutes vos communications, c'est très très utile. Ça vous évite d'enchaîner les quiproquos avec des gens qui ne comprennent pas ce que vous dites. Salut, nous dit Thibaut. Alors on a Max, on a Naos, on a Cyril. Oh, on a Carlos. Salut mon vieux Carlos. Notre Carlos national nous dit Space Breaks FM avec un emoji avec des cœurs. Je reprends les questions Carlos parce que sinon on risque de... Tu veux que je t'appelle Carlos? On peut s'appeler. Tu peux participer dans 10 minutes. Je te chope sur 10 minutes de live en Zoom. Comme il y a 10 jours, ça pourrait être sympa. Faut qu'on se refasse un live, toi et moi d'ailleurs. Alors, revenons aux questions. Je remonte. Quelqu'un d'anonyme nous dit « J'ai des relations blindées. Comment je pourrais les convaincre de devenir mes LP pour fonder un VC ?» Alors déjà, si tu commences par me dire « J'ai des relations blindées », je vais être honnête avec toi, hein, je me questionne sur... tes motivations et sur la manière dont tu perçois ces gens. On a tous. Il y a des gens qui ont des relations blindées. Dis autrement, si tu as des gens qui ont beaucoup d'argent et dont tu penses que tu pourrais avoir un impact sur leur richesse en les faisant investir dans les startups, parce que tu penses que tu es vraiment bon là-dedans et tu as vraiment de bonnes raisons d'y croire et même de bons arguments pour. Dans ce cas-là, c'est facile. Il suffit de les faire investir petit à petit dans des premiers deals qui vont fonctionner. Et puis plus ça marche et plus ils vont investir. La base, quand tu investis l'argent de tes copains, de tes relations, des gens que tu connais de manière générale, c'est que tu leur fais pas investir
tout de suite d'un coup. Tu y vas graduellement parce que tu as plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner et il ne faut pas péter plus haut que son cul et donc c'est important d'y aller mollo. Tu vois, moi j'ai un bon copain qui avait investi dans Capitaine Train, ça a bien marché pour lui, puis après il a investi dans Save, ça a moins bien marché, puis après il a investi dans Zenly, ça a très bien marché. Et on est dans 2-3 boîtes ensemble. On a une qui vient de déposer le bilan il n'y a pas longtemps. Et en fait, si demain il venait me voir en me disant Hey Jean, j'aimerais bien m'investir plus avec toi, j'irai mollo et puis je vérifierai surtout l'argent qu'il est prêt à perdre parce que la probabilité qu'il perde est quand même plus importante que celle qu'il gagne. Même si jusqu'à présent on a eu de la chance. Donc fais bien gaffe avec tes relations blindées parce que c'est important de bien les traiter, quoi. Que penses-tu des modèles de cabinets de chasse comme Talent.io ou Hired, nous demande quelqu'un d'anonyme. Écoute, je pense que c'est des très bons modèles de chasse qui existent, qui ont une raison d'exister. Je ne suis pas sûr que ce soit très venture-friendly, pour être honnête. Je pense que c'est des modèles qui sont assez transactionnels, qui restent assez serviciels et qui devraient générer du cash et s'autofinancer. Et je ne suis pas sûr que ça ait été des idées fameuses de financer ces boîtes-là avec de l'argent de VC. On fait tous des bêtises comme ça, mais celle-là, ouais, tu vois, a posteriori, si tu m'avais dit est-ce que tu as investi dans Talent ou dans Hired, est-ce que c'était une bonne chose ? Je sais pas, tu vois, je pense que les modèles aujourd'hui de recrutement at scale, et nous on en a deux dans le portefeuille, hein, on a HireSuite et Wanted, hein, donc, et une autre d'ailleurs aux US. Donc, je te dis pas que c'est des mauvais modèles, hein. Je te dis juste que c'est des modèles qui sont des modèles serviciels et donc il faut vraiment que la tech que tu builds autour ait des impacts beaucoup plus forts que juste la capacité de recruter, quoi. Et je pense que c'est un peu ce que cherchent tous les acteurs du marché, c'est d'aller au-delà de la simple transaction je suis un employeur, je cherche un employé, je suis un employé, je cherche à bouger d'employeur, quoi. Faut faire attention à ça. Alors, Salut de LR, nous demande Max avec 2X. Comment est-ce que tu gères tes journées de papa, VC, confiné au quotidien avec les enfants ? Alors, les 2 premières semaines, je les gérais mal, très mal. Même nul, je vais te dire. Et t'inquiète pas, ça m'a valu de bonnes remarques. De la part de mes enfants surtout, qui me disent hey, papa, pourquoi t'es pas avec nous ? Et ils avaient raison. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que de toute manière, quelle que soit l'heure à laquelle ils se lèvent, je vais toujours passer 10 minutes, un quart d'heure le matin au petit déjeuner. Puis au déjeuner, une bonne heure avec eux, et on fait le déjeuner ensemble et tout. Et le soir, j'essaie de m'arrêter sur les coups de 19h pour passer du temps avec eux jusqu'à ce qu'ils se couchent, quitte à rebosser après. Et pendant ce temps, alors maintenant c'est les vacances, mais avant il y avait les cours, et donc avec les cours ils étaient un peu occupés avec leurs profs de temps en temps le matin, l'après-midi. Maintenant ils s'amusent entre eux, ils sont quand même 3, hein, nos enfants, avec des jeux, et voilà. Et ma femme leur imprime plein de coloriages et imprime plein de jeux, et elle a plein d'idées comme leur faire du chinois ou des trucs comme ça. Et donc voilà, on s'occupe. Cyril D. 2LR, marre des tickets de caisse, point d'interrogation. Paplar est enfin dispo sur iOS. Paplar.co transforme tes tickets de caisse en arbre. Donc ça, c'était pour vous faire une pub gratuite sur Paplar. Alors moi, les tickets de caisse, je ne les demande pas. Je pense que c'est honteux qu'en France, on ne soit pas comme aux États-Unis, qu'on ne demande pas aux gens de supprimer. S'ils veulent le ticket de caisse, ça devrait être optionnel et pas obligatoire. Ça m'énerve quand dans les magasins... Dans les supermarchés, ils impriment le ticket de caisse. C'est une... Ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Je comprends pas que ce soit pas changé. Alors si, c'est en train d'être changé, il y a une loi qui passe et tout, mais ça met des plombes. Putain, si on traitait les tickets de caisse aussi vite qu'on traite le Covid, franchement, si on traitait tous les problèmes aussi vite qu'on a envie de traiter le Covid, qu'est-ce qu'on avancerait vite, qu'est-ce qu'on avancerait bien, qu'est-ce que ce serait bien. Carlos, salut mon bon Carlos. Thibaut, Sambo Jam toujours. Alors, quelqu'un nous dit « Je suis un jeune étudiant entrepreneur. J'ai l'impression que beaucoup d'autres jeunes essayent de bullshitter their way up ou sont trop fake it until you make it. Est-ce que ça marche ou est-ce qu'il faut les fuir ?» Écoute, globalement, dans la vie, cher anonyme, cher jeune étudiant entrepreneur, il faut s'entourer de gens honnêtes et travailleurs. Et sympathique si possible, mais tu verras que l'honnêteté va souvent avec la sympathie et inversement. Je connais peu de gens très honnêtes qui sont des enculés finis. Voilà, donc des gens honnêtes et travailleurs et sympathiques et qui t'aiment passer du temps. Tous ceux qui bullshit ou qui fake it, tu peux les mettre de côté, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Honnêtement, il y a plein de gens partout autour. Enfin, pas en ce moment parce que tu es chez toi confiné, mais sinon, il y en a quand même pas mal. T'as pas besoin de t'embêter avec ceux qui servent à rien. Bootstrap ou Venture Back nous pose quelqu'un d'anonyme. Et Carlos qui nous dit lever de l'argent est une conséquence, pas un objectif. Et ben voilà. La vérité sort de la bouche de ceux qui savent. Carlos y sait et il a raison. En fait, lever de l'argent, c'est une conséquence d'avoir une bonne team, c'est une conséquence d'avoir un bon produit, c'est une conséquence d'avoir un go-to-market efficace, c'est une conséquence d'avoir de la croissance, c'est une conséquence d'avoir fait des choses bien, quoi. Et c'est pas une conséquence de bullshitter un papy investisseur qui va investir ses économies chez toi. Alors, quelqu'un me demande, est-ce que je suis plutôt team licorne ou cafard ? Écoute, moi je suis plutôt team licorne parce que dans la vie, c'est les rêves qui font avancer. Si tu me dis l'astéroïde de la vérité va frapper, je me range du côté des cafards. Ça c'est sûr, parce qu'il n'y a que eux qui restent à la fin. Et c'est eux qui ont raison parce que c'est ça la normalité. La normalité c'est pas la licorne, la normalité c'est le cafard. La vraie vie, c'est de faire des choses à des échelles raisonnables. Réel même, je dirais, un peu traditionnel, et pas de faire des choses à des échelles extraordinaires, exponentielles, folles. Même si c'est à la fois superbe de voir des choses comme ça, comme aux États-Unis, comme dans la Silicon Valley, et c'est là que le centre du monde se trouve, et c'est là qu'il y a plein de boîtes qui ont fait beaucoup d'argent et qui ont réussi à exister. Je pense à Netflix, je pense à Amazon, je pense à Facebook, je pense à Apple, je pense à tous ces gens-là. Mais rappelez-vous que si demain vous faites un cafard, hein, si vous êtes un cafard, en fait vous êtes normaux et il n'y a rien de mal à être normal. Au contraire, il faut accepter la normalité. C'est ça qui permet de kiffer la vie. Est-ce que j'envisage d'augmenter la taille de Kima ? Écoute, la taille de Kima en équipe aujourd'hui, non, elle ne bougera pas, je pense, enfin pas trop et pas pendant un petit moment. En termes de montant, écoute, a priori pas, parce que en fait, quand tu investis 10, 12, 15 millions par an, tu peux rendre de l'argent à ton investisseur. Dès lors que les montants augmentent de façon trop importante en valeur absolue, il est plus difficile de rendre de l'argent. Tout simplement parce que les niveaux d'attente et de retour à les générer sont trop importants. Donc il faut faire attention, il y a vraiment un équilibre entre le montant que tu lèves et ce que tu peux rendre. Et il n'y a pas de secret si des fonds comme Point9 en Allemagne sont restés petits, si Union Square Ventures est resté petit aussi, c'est parce que c'est beaucoup plus facile de rendre de l'argent sur un montant aux alentours alors dans leur cas, hein, de 100 millions, aux alentours de 100 millions, plutôt qu'au-dessus. Et regarde des fonds comme Benchmark, c'est des fonds petits, hein, c'est 300, 400 millions, hein, et le dernier fonds de 400 millions, ils vont rendre 15 milliards avec. Et bah ça, c'est une putain de perf. Alors, on continue. Quels sont mes secteurs préférés ? Travel, Health Tech, Consumer Mobile. Bim, next question, NB54. C'est comme le Studio 54, mais ça s'appelle NB. Quel livre conseillerais-tu pour maîtriser les KPIs clés d'une startup ? Je n'en ai pas, désolé, mais lis Predictable Revenue et From Impossible to... Ah, je sais plus. Enfin bref, il y a deux bouquins comme ça qui sont pas mal sur les sales, qui sont quand même des bonnes bases à lire, je trouve. Louis Tortochaud, salut Louis. Alors Louis, c'est notre ami boulanger de Dijon. Tu dois en chier mon vieux un peu quand même à la boulangerie là. Mais le meilleur boulanger de France, c'est comme une licorne, ça ne meurt pas. Est-ce qu'un seul VC a jamais soutenu les métiers de l'artisanat dans de nouveaux modèles ? Ah, dis donc Louis, je vois que tu me cherches là. Et je dis pas ça pour moi. Alors, d'abord, est-ce que tu as vu le truc que je t'ai envoyé ? Ah non, je te l'ai pas envoyé. Alors, tu sais ce que tu fais, Louis. Tu vas sur LinkedIn. Tu regardes un mec qui s'appelle Andrew Chen, qui est chez Andreessen Horowitz. Et le mec, il a publié, je crois, les 100 trucs les plus en croissance des dernières années dans le commerce. Et tu verras que le deuxième item, tu vas pas me croire, je te jure, c'est les machines à pain. Et toi, tu étais là en train de me dire « Ouais, Jean, les machines à pain, c'est la guerre. » J'étais là, mais n'importe quoi, Louis, les machines à pain, mais pourquoi pas une machine à faire des pâtes ou une machine à faire du riz ? Ça n'a aucun sens. Mais si, en fait, Louis, je crois que tu avais peut-être raison. Machine à pain, c'est la guerre. Et donc, ton idée de créer le Nespresso ou le Apple de la machine à pain, eh ben, je crois que tu as raison. Maintenant, est-ce que c'est un VC français qui va te financer la machine à pain du futur ?
Et je suis pas sûr, ça vaudrait le coup que tu retournes chez tes copains de la Orange County aux US en Californie pour voir s'ils n'ont pas un peu de blé à investir dans le Nespresso du pain. Mais du coup, on en rediscute, mon vieux, ça me fera plaisir. En fait, t'avais trouvé un truc, c'est sûr. Alors, comment être efficace en prospection pendant le confinement? Alors, en confinement, on ne fait pas de prospection, on fait du customer success. On s'occupe des gens. Et c'est en s'occupant des gens que la conséquence, c'est comme la levée de fonds. La levée de fonds, c'est la conséquence de réussite. Et la prospection en confinement, c'est la conséquence d'un bon nurturing. Il faut bien s'occuper des gens, de tes clients existants et des gens que tu avais en prospect. Tu verras que le reste suivra. 2LR, j'ai une solution avec un réel impact face au Covid qui m'a pour réinvestir très vite. Alors la réponse est non. Et pourquoi non? Parce qu'en fait, des gens qui me disent ça, j'en ai 10 par jour, j'arrive pas à trier. Et j'ai 800 boîtes à côté qui nous demandent de l'aide. Du coup, là, on va lâcher l'affaire. Là, sur les histoires du Covid, il y a des gens qui sont très forts là-dessus. Nous, on ne l'est pas. Je vous avoue, je sais vraiment pas faire, quoi. Est-ce que les VC peuvent venir sur une levée où on libère juste 5% du capital en série A? Ça arrive, mais c'est rare. Mais ça arrive si ta boîte elle est exceptionnelle. Est-ce que Kima a déjà co-investi avec Jaina Capital, le fonds de Simoncini? Bien sûr, on a investi une tonne de fois avec Marc. Marc, si tu es là, on te salue. D'ailleurs, Marc, super, hein, comme animateur de Qui veut être mon associé sur M6. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment convaincant dans son rôle. Ça faisait plaisir à voir. J'ai hâte de voir qui nous mettent sur la deuxième saison. Thibaut M, 2LR, tu vois, il y a le mauvais investisseur, il voit un truc qui bouge, il investit. Et puis il y a le bon investisseur, il investit, mais c'est différent. Oui, je suis d'accord, les investisseurs, c'est comme les chasseurs. Est-ce que tu peux nous parler de Zenly et de Monsieur Antoine Martin, nous demande quelqu'un anonyme. Alors si je vous parle de Zenly et d'Antoine Martin, on en a pour au moins 2 heures. Ça va nous foutre un bordel sur le programme, ça je vous raconte pas. Si je vous le résume de manière courte, et en fait je vais vous résumer ce que je lui ai dit hier. On parlait de quelqu'un, d'un entrepreneur, et j'ai dit à Antoine, tu vois, cet entrepreneur il est comme toi, il est très fort sur le produit, il est très fort sur la vision, c'est probablement un entrepreneur d'exception, mais il y a une qualité que tu as et que lui n'aura jamais, c'est sa capacité à raconter l'histoire, et à raconter l'histoire telle que la personne l'achète avant que ça devienne réalité. Et Antoine, c'est pas un mec qui fake it until he make it. En fait, il va faire ce qu'il dit. Mais par contre, il a une capacité à raconter l'histoire et à la vendre et à faire que les gens y adhèrent qui est exceptionnelle. C'est comme ça qu'il s'est bien entouré, à la fois d'investisseurs, d'employés et de soutien, et qui fait que Zenly est devenu réussite. Et il n'y a rien d'autre. Et en fait, cet élément-là, tout seul fait pas une bonne boîte, parce qu'il y a plein de gens qui racontent de belles histoires et qui font de la merde. Mais par contre, faire du produit dans un cas comme Zenly, qui est un sujet complexe, sans avoir la capacité de le vendre exceptionnellement bien, ça n'aurait pas pu marcher. Et Antoine a ces deux qualités fortes, ce qui est assez rare chez un entrepreneur consumer. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est un mec exceptionnel et probablement un des top 3 consumer mobile guy dans le monde, parce qu'il a ce blend unique entre sa capacité d'écrire une narrative et de la raconter, et sa capacité à construire un produit unique et exceptionnel. Voilà. Tu agirais sur quoi pour un minima maintenir ta valo en vue d'une potentielle levée, quelle que soit sa forme ou son vecteur d'ici fin 2021, nous demande Nico83. C'est complexe, Nico, comme question. Il faut que tu arrives à maintenir ta croissance, ou il faut que tu arrives à maintenir en tout cas des ratios qui soient cohérents entre ton cash en banque, combien tu brûles et combien tu fais de chiffre d'affaires. Et puis après, il faut que les gens y croient et que tu vendes bien, quoi. Quelqu'un nous demande si les fonds comme Elaya et Partech investissent-ils toujours. Eh bien, vous faites bien de demander. Aujourd'hui, j'ai reçu 2 textos de 2 entrepreneurs. Un qui close avec Elaya et l'autre qui close avec Partech. On salue Elaya et Partech, voilà, qui sont toujours dans la place. Martin nous dit bonjour. On te dit bonjour, Martin. Émile, levé 1 million avec une valo à 2,5x en pleine crise Covid, belle perf pour interrogation. Je ne sais pas, il me faut un peu d'infos sur la... il me faut un peu d'infos là. Je ne peux pas te répondre comme ça, mon ami. Jam, 2LR en seed, est-il nécessaire de présenter quelques analytics et par conséquent, quelle est la nécessité de lancer un test en MVP? En fait, le truc, c'est que, et je reviens sur ce que disait Carlos avant, hein, si c'est vraiment essentiel, quoi. La levée, c'est une conséquence. Si tu débarques chez un investisseur avec ton produit
et que tu dis j'attends de lever de l'argent pour le lancer alors que tu aurais pu le lancer, c'est sûr tu vas te faire retoquer. Si tu peux lancer ton MVP, mais lance ton MVP, n'attends pas. Pourquoi tu attendrais? Je sais pas, je te mets dans une Formule 1, je te dis tu as 10 minutes pour courir et tu vas me dire bon bah j'attends que tu me donnes ton go. Non, bah vas-y fonce, tu as 10 minutes là, faut y aller maintenant. C'est ça, tu vois. Non, c'est les essais de Formule 1 quoi. À un moment donné, tu es sur la piste, faut y aller, faut torcher le truc. Hein. Donc les analytics, si tu peux lancer ton produit MVP et des analytics, vas-y, fonce et focus sur la rétention. Steve Tarot, coucou, il y a de la compression radio style sur le micro, non. Écoute Steve, en fait j'utilise un micro de compète qui m'a été fourni par Tarot avec une table de mixage de compète et un setup de compète. Et c'est comme ça qu'il y a un effet de ouf. Et puis j'ai une voix où je peux faire des effets radio de malade. Voilà. Non, alors revenons à des choses un peu plus sérieuses. Comment ubériser le VC? Écoute, on n'ubérise pas les artisans, mon vieux. Y aurait-il un modèle particulièrement intéressant que tu verrais? Bof, si tu arrives à faire un truc aussi singulier et exceptionnel que YC, bravo quoi. Ça c'est quand même le modèle le plus exceptionnel qui a été créé sur les 15 dernières années. Suite aux déboires financiers de type WeWork, une attention plus particulière est-elle apportée à la rentabilité de vos cibles? Non, mais par contre, à la connerie mégalomaniaque des entrepreneurs, oui, bon ça c'est sûr. Et sur le fait que brûler des millions et des millions et des millions par mois sur des modèles stupides, aussi, on fait gaffe, on évite. Après Kima, est-ce que tu lanceras ton propre VC un jour? Alors, je vais vous dire exactement ce que m'a dit Xavier la dernière fois quand on était avec lui. Je sais plus, on parlait avec quelqu'un et la personne me dit ça fait combien de temps que vous bossez ensemble? Et je dis ça fait déjà presque 5 ans, hein, tu vois, c'est dingue, moi qui ai fait des jobs jusqu'à présent ou des missions qui ont duré 2 ans en moyenne. Et Xavier me répondit mais ouais, mais la différence c'est que là tu es chez toi. Alors évidemment c'était flatteur de sa part et c'était sympathique de me dire ça, mais en fait chez Kima j'ai une liberté. Xavier me donne la liberté de tout planter ou de tout réussir. Et donc, en fait, si tu veux, si je plante tout, je ne pourrais pas créer un nouveau fonds VC. Et si ça marche très bien, je continuerai de bosser avec Xavier jusqu'au bout. Donc, moi, en fait, mon propre fonds VC, c'est celui-là, quoi. Et j'ai pas d'ego mal placé ou d'amour propre mal placé. Et donc, du coup, que Kima ait été inventé par Jérémy Bérébi ne me pose aucun problème. Que penses-tu des startups qui ont levé des fonds via equity crowdfunding? Écoute, on parle de Voodoo, hein, qui vaut des milliards et qui a été financé à l'arrache en crowdfunding. C'est beau ça, c'est très très beau. Alex ISD, on te salue. Hello, que pensez-vous du marché européen des néobanques pour PME et indépendants? Y a-t-il encore des opportunités pour de nouveaux acteurs? Honnêtement, non, là c'est fini, là faut arrêter. En France, tu as Conto, Shine, Margot, Manager One. Et dans le reste de l'Europe, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont se lancer, ou alors des acteurs forts au UK, en France, en Allemagne, et qui vont se lancer dans d'autres pays. Si tu voulais lancer une néobanque pour PME et indépendants, en ce moment, je ne suis pas sûr que ce soit une super idée. Au cas où, je veux vraiment aider pour du dev à l'export. CF Adinvest International sur LinkedIn, Nico83. Ok, merci Nico, désolé, j'avais pas vu que c'était une phrase et pas une question. Je veux créer un bureau US pour ma startup, New York ou SF, par défaut SF. Et ensuite, regarde le pour et le contre par rapport à New York. Mais par défaut, c'est SF. Après, New York est en croissance. Notre ami Ilan Abeacera te le dira lui-même. C'est quand même un gros boom. Il y a beaucoup de francophones qui sont prêts à t'aider. Donc, New York, c'est comme Paris, c'est toujours une bonne idée. Et puis, le décalage horaire est quand même plus facile à gérer. Mais si tu fais de la vraie tech, si tu es vraiment disrupteur de l'espace, c'est pas à New York qu'il faut être. C'est à SF, mon ami. La formation The Family pour la vente a l'air bonne. Ouais, de toute manière, il faut qu'on forme des vendeurs parce qu'en France, on est un peu à l'arrache. Comment as-tu découvert Storm avant de les backuper? Écoute, c'est facile. Notre ami Taro, il était chez Naver à Station F. Je l'ai connu comme ça. Il m'a présenté plein de boîtes et on a sympathisé. Quand il a lancé Storm, il m'a tenu informé et boum. Est-ce que les VC français discriminent de façon implicite les fondateurs diplômés de l'université pour favoriser les entreprises fondées par des diplômés des écoles d'ingé ou de commerce? Si tu fais des phrases longues comme ça, c'est sûr que c'est pas en ta faveur. Non, plus sérieusement. Je te dis pas de conneries. On regarde pas les écoles, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Sérieux. Hein. Je n'ai déjà pas un investisseur qui m'a dit moi, j'investis plus dans les HEC. Par défaut, on a plus d'HEC dans nos boîtes parce que c'est eux qui ont la gouache et qui s'arrachent pour faire des boîtes. Mais la réalité, c'est qu'on n'en a pas non plus. C'est pas la folie, quoi. C'est juste statistiquement.
statistiquement, on en a plus. Mais en réalité, tu viens de l'université, ça change rien. On ne regarde pas les diplômes. Andreessen Horowitz, YC te propose de rejoindre leur fonds en tant que partenaire. Est-ce que tu les rejoins un jour? Non, je les rejoindrai jamais. Ni Andreessen Horowitz, ni YC, ni Sequoia, ni Benchmark, ni aucun autre fonds américain. Pour plein de raisons. D'abord parce que la culture américaine, dans son hypocrisie, me gonfle au plus haut point. Et donc, je ne pense pas pouvoir vivre avec dans un environnement professionnel au quotidien. Et voilà, et c'est la raison principale. Voilà, et la politique cachée de ces fonds-là me dérange aussi énormément. J'aime beaucoup travailler avec Xavier parce qu'il n'y a pas de. Bon, d'abord, il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas d'intention mal placée. Et quand on a des choses à se dire, on se les dit, et donc il n'y a pas de politique, quoi, tu vois, c'est hyper direct, c'est hyper franc, c'est tout de suite, c'est s'il y a un truc qui cloche, qui va pas, qu'il aime pas, il me le dit, s'il y a un truc sur lequel j'ai un doute, je sais que je peux lui en parler sans avoir peur de sa réaction. Enfin, franchement, mais jamais de la vie. Enfin, honnêtement, demain, j'arrête le VC. Xavier me dit, bon, c'est fini le VC, les startups, l'investissement, merci, au revoir. On reste copains, tu prends la porte, j'irai faire autre chose, mais je ne sais pas si j'irai faire de l'investissement, pour être honnête. En tout cas, pas dans les équipes existantes. Je n'aime pas les dynamiques qui y sont. Et je disais ça d'ailleurs à notre ami Carlos la dernière fois. On parlait de c'est quoi l'intérêt pour un investisseur francophone basé à l'étranger de s'associer avec d'autres fonds, notamment européens, qui cherchent à scouter, à trouver des boîtes aux US. Et je lui ai dit, tu vois, c'est un peu, c'est un peu te rabaisser par rapport à ta valeur. Si tu es un très bon spotter, si tu es quelqu'un d'exceptionnel là-dedans, il faut que tu lances quelque chose par toi-même, quoi. Il faut rester indépendant et puis après bâtir la culture avec laquelle tu vas pouvoir t'associer à d'autres personnes qui vont partager les mêmes valeurs que toi. Et la difficulté dans le VC, c'est que c'est des petites équipes. Et donc dans les petites équipes, d'abord, souvent, c'est des trucs un peu artisanaux, avec peu de valeurs qui ont été posées, ou peu de valeurs authentiques qui ont été posées, et en fait des systèmes de valeurs peu authentiques, ou en fait qui se basent sur une seule personne majoritairement, créent des dynamiques complexes et déséquilibrées, et ça, moi, je ne supporte pas. Donc voilà, écoutez, passons à la question suivante. On ne va pas tergiverser des heures là-dessus. Est-ce que tu recommandes l'incubateur Entrepreneur First à Paris? Mais bien sûr, Entrepreneur First, c'est la guerre. Allez voir Coralie, elle fait un boulot de ouf, et Entrepreneur First, c'est génial. Une app Android pour pouvoir suivre et interagir sur tes lives. Alors, pour interagir, tu peux de toute manière poser tes questions sur le chat, même si tu ne vois pas les réponses. Ah si, je vais vous donner un plan. Vous mettez... je suis désolé Taro, hein, je délivre un secret ici. Mais si vous mettez un slash et chat derrière, vous allez pouvoir voir les questions pour ceux qui ne sont pas sur iOS et ceux qui sont sur leur ordinateur. Et voilà. 2LR, conseillerais-tu à quelqu'un qui peut rejoindre une start-up de la vallée d'y aller 1 ou 2 ans avant de revenir en France pour lancer sa boîte? C'est un no-brainer. Si tu as une belle boîte à aller dans la vallée et que tu as un job là-bas, tu cherches pas, t'y vas. De toute manière, les chocs culturels, c'est toujours bon pour grandir. Vas-y, fonce. Ouh là là, mais c'est quoi toutes ces questions? Mais comment je vais faire? Putain, je vous en supplie. Je vais commencer par le bas Et puis je vais remonter. Robin Master, est-ce que tu as un avis sur Andera Partners? Je ne les connais pas. Je n'ai pas d'avis. Harry Gold. Ah, t'as choisi le meilleur pseudo du monde, Harry. Quelle est la meilleure verticale dans laquelle monter une boîte en ce moment? Aïe. Je ne sais pas. Question piège. Joker, je passe. Peut-on encore lancer un produit B2C utile pour une niche, mais sans business model rentable et qui vise à être racheté? Ah, je t'en supplie, me parle pas de ça. C'est pas bien ça. En plein Covid, quand c'est la merde, il faut revenir à des fondamentaux business qui ont du sens, cher anonyme. 2LR, que faire si une simple mission freelance, dev et accompagnement augmente trop la croissance de ma cliente? Pas prête pour ça. Bah, je sais pas, t'as qu'à t'associer avec elle, faire une boîte avec elle et scaler le bousin. Vas-y, fonce, Vinnie Baxter. Momentum, point d'interrogation. Oula, attendez, hop là. Et si on peut ubériser les VC AI qui s'occupent de tout le deal flow et après de la pré-participation, signer Skynet. Alors Skynet, t'es sympa, mais en fait, le kiff dans l'artisanat, c'est de faire le meuble, hein. C'est pas de le réussir à la fin. Et bah dans le VC, c'est pareil. Et donc si t'avais une AI, bah ce serait plus du VC, ce serait autre chose et ce serait chiant.
Startup, no burn, boosté après le Covid, travel, 20 millions garantis les 3 prochaines années. Je ne sais pas de quoi tu parles. Thibaut de LR, rien à voir, mais on sort notre app en début de semaine pro. Vas-y, envoie-moi un mail. Quel tips pour une bonne vente d'une startup à un grand groupe? Envoie-les chier, ils adorent ça, c'est comme ça qu'ils achètent. Moins t'as envie d'eux et plus ils ont envie de t'acheter. Steve, moi qui croyais que tu grindais. Oh yeah. As-tu des boîtes en portfolio qui ramp up leur burn en plein Covid crisis? Écoute, Harry Gold, j'ai pas trop de boîtes qui essaient de brûler parce que tout l'argent que tu brûles, tu ne le récupéreras pas. C'est pas le moment de cramer la baraque, c'est plutôt le moment de sauver les meubles. Comment se construire un réseau de qualité en étant honnête, en étant sympathique, en étant efficace? Hello Jean, je lance bientôt mon produit en ligne. Est-il plus facile de lever maintenant ou après la mise en ligne? Après la mise en ligne, toujours. Bonjour, c'est quoi le thème? Le thème, c'est tout ce que tu veux. Tu poses tes questions, j'y réponds si j'ai la réponse. Si j'ai pas la réponse, je fais semblant d'y répondre. Et si j'y arrive pas, je mets un joker. Avez-vous des startups en portefeuille fondées par un non-tech qui avait l'idée ou identifié l'opportunité, qui a réussi à convaincre un associé tech IT? C'est la vie du monde, cher anonyme. Des gens avec des idées qui arrivent à convaincre d'autres gens. Ça s'appelle des leaders, et des leaders bien malins. Et regardez, je vous donne un bon exemple. Antoine Martin, il est pas tech, et pourtant il a fondé une des plus grosses boîtes, enfin une des boîtes tech en mobile consumer, la plus tech. Voilà. Quelqu'un me demande si j'ai des news de Pierre. De quelle Pierre parle-t-on? Si on parle de notre ami Pierre Lalinec qui était stagiaire chez nous et qui est chez Comet, on n'en a pas beaucoup, mais il nous semble qu'il va bien. Hello. Est-ce que tu penses qu'il est intéressant de voir la manière la plus simple de lancer son service ou qu'il faut se donner les moyens et mettre directement de l'argent dedans pour le développer en risque d'en perdre? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, cher anonyme, dans ta question. Il faut faire des choses pour lesquelles on a de la conviction, on a de l'optimisme, mais sur lesquelles on sent qu'on est clairvoyant et on ne perd pas l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre. Il faut faire très attention à ça. Je réponds aux questions. Que penses-tu de Keralavici? Keralavici, ils sont en train de disparaître. Il me semble, du game. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus sur un deal. Un avis sur l'affaire WeWork? Non, pas d'avis sur les mégalomaniaques qui font du real estate en faisant croire que c'est de la tech. Très bonne question sur Vici Artisanat. Je me suis toujours posé la question. Augustin, Paul ou encore Big Fernand. Et moi aussi je me pose la question, mais c'est pas ceux qui ont gagné le plus d'argent, et puis ces boîtes d'artisanat, comme on dit, comme tu parles de Michel Augustin, de Paul ou de Big Fernand, c'est pas des boîtes tech startup, c'est pas très VC, c'est plutôt un investisseur classique, plus traditionnel. De quoi parle-t-on? Carlos est plutôt Team Cafard. Carlos, il est carrément Team Cafard. Il a raison. Il y a tellement de questions, j'arrive plus à répondre. Je vais exploser. Que penses-tu de FJ Labs en marketplace? Écoutez, ils sont très forts. Il est très très bon, notre ami Fabrice Grindard. Il n'y a pas à chier. S'il y a un mec qui sait faire du venture en seed, en série A et un peu au-dessus en marketplace, c'est vraiment vraiment bien lui. Dites les amis, il y a plein de questions. Alors voilà ce qu'on va faire. Pour ceux qui sont encore là et qui ont des questions auxquelles je n'ai pas répondu parce qu'ils se sont retrouvés dans cette espèce de trou noir entre là où je me suis arrêté de répondre et quand j'ai repris par le bas, ceux-là, je suis vraiment désolé. Mais, je vous invite à me poser vos questions par email, jean@delr.com. J'y répondrai demain ou après-demain quand je me reconnecterai sans faute, je vous promets. Et voilà. Et pour ceux qui ont des questions et qui auraient voulu les poser plus tard, eh bien, il ne faut pas remettre à plus tard ce que tu aurais pu faire maintenant. Et donc, je t'invite aussi à me faire un mail ou à te connecter demain. Alors, maintenant, que ce live 1h07, c'est une éternité quand même. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps, c'est long. Il faut que je trouve une musique sympa. Alors, il y a des trucs un peu classiques, genre Universal, que tout le monde connaît, non? C'est de Safe Talk. C'est pas mal. Mais c'est un peu classique, tout le monde connaît ça. Du coup, il va falloir que je trouve quelque chose. Un truc un peu... un peu gangsta.
Ah ouais, j'ai un truc pour vous. Allez. Donc ça s'appelle The Other Side. C'est la guerre. Mes enfants, ils kiffent grave. Je vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi, 18h13. J'ai encore 47 minutes de production avant de retrouver mes enfants, de faire le dîner et après de me relancer dans mes emails dont j'ai peur de regarder la liste. Je vous dis tous à bientôt et ne lâchez rien, ce n'est que le début. Is a universal human right. I found another way, trapped inside thoughts I hide from. Now there is nothing to fear but silence, silence, silence. There's no comfort for me, no one can comfort me, no one can comfort me, no. Something has come undone. I've had enough love, I'll take you to the other side. Ain't nothing you can say to me. I left you alone this time. I got myself a lighter, gonna set myself on fire. You say you ain't thirsty, come on and put me out there. I am a last one. Yes, I am an orphan. I am a victim. I am the false one. Mind of an orphan. I am the system. I am the boss from the lion I'm born from. I am a sitting. I have no voice and I am at fault. Don't lie to me. Listen, I am the boss. Relying on nothing external. I'm born with a fire that's higher than y'all. Who admire with eyes of a servant. Your wide-eyed observance is blind to it all. Now what do you find when you fall? But I'm out of a servant who suffer for love. Who finally says that it's time to evolve. I found another way, trapped inside thoughts I'd hide from. Now there is nothing to fear but silence, silence, silence. There's no comfort for me, no one can comfort me, no one can comfort me, no. Something has come undone. I've had enough love, I'll take you to the other side. Ain't nothing you can say to me. I left you alone this time. I got myself a lighter, gonna set myself on fire. You say you ain't thirsty, come on and put me out there. I've had enough love. I found another way, trapped inside thoughts I'd hide from. Now there is nothing to fear but silence, silence, silence.